Donc je vais vous parler un petit peu de différents résultats sur l'impact de ces réchauffements climatiques sur la biodiversité, comment elle y fait face, qu'est-ce qu'on peut déjà mesurer, puis quelles conséquences ça peut avoir. Et effectivement, je vais illustrer ça à partir de différents résultats scientifiques, certains auxquels notre laboratoire a contribué. Et du coup, parler beaucoup des oiseaux. Alors quand on pense aux oiseaux et au climat, on pense souvent à la migration, hein, ces phénomènes très saisonniers et qui sont liés déjà aux variations climatiques, puisqu'il s'agit pour les oiseaux qui viennent nicher chez nous d'échapper à la rigueur des conditions hivernales. Et c'est quelque chose aussi qu'on mesure assez bien, puisque chaque année on peut voir arriver les premiers migrateurs, et c'est une habitude des ornithologues de noter ça dans leur carnet, d'archiver ça, de mettre ça en base, si bien qu'il y a énormément d'études qui mesurent ça chaque année, et à partir duquel on a un certain recul maintenant pour mesurer comment les dates d'arrivée, de migration ont changé ces dernières années. Alors pour ça, on va comparer deux types de migrateurs. Les migrateurs qu'on va appeler courte distance. Typiquement en Europe, c'est ceux qui vont hiverner autour du bassin méditerranéen. Et puis les migrateurs longue distance, ceux qui vont franchir le Sahara et donc aller beaucoup plus loin pour passer l'hiver en Afrique tropicale ou équatoriale. Donc le cycle de vie d'un oiseau migrateur, il va se reproduire en Europe et puis migrer en automne, hiverner en Afrique et revenir à la migration de printemps pour recommencer son cycle. Et donc, ce que les ornithologues ont mesuré, c'est les dates d'arrivée et la tendance sur environ 30 ans. En moyenne, c'est une avancée de 12 jours. Donc, les oiseaux, en moyenne, reviennent 12 jours plus tôt en tendance qu'il y a 30 ans. Donc, un phénomène qui est très marqué, très visible, les hirondelles au printemps, ou le coucou, ou le rossignol. Encore que là, ce sont tous des migrateurs longue distance. Là, on parle plutôt des fauvettes, des pouillots, des grives. Et en automne, pour ces migrateurs courte distance, ils partent un petit peu plus tard aussi, c'est pas aussi décalé. Mais si bien que pour ces oiseaux, on voit que les conséquences, elles sont finalement assez probablement bénéfiques, puisque ça leur permet de rester 16 jours, 2 semaines de plus au printemps, pour finalement se reproduire. Et puis ensuite, un autre événement important dans le cycle des oiseaux, c'est la mue. Donc ils vont en été changer entièrement leur plumage. Pour les migrateurs longue distance, là, donc hirondelles, coucous, rossignols, ceux qui vont passer l'hiver en Afrique tropicale, là, les temps sont beaucoup plus brefs de changement, hein, puisque c'est uniquement 4 jours, c'est significatif, hein, c'est pas rien. Mais et aussi, curieusement, ils décalent leur période. C'est pas simple, comme les migrateurs longue distance, courte distance qui les allongent. Là, ils le décalent et on voit qu'ils partent plus tôt en automne qu'ils ne le faisaient auparavant. Et donc, pour eux, finalement, le temps de séjour est à peu près identique. Et donc là, on voit un des résultats qui va revenir en permanence dans cette présentation, c'est la réponse est différente entre différents groupes d'espèces, et les espèces ne sont pas égales par rapport à ces changements. Hein, puisque là, a priori, les migrateurs longue distance, ils vont arriver du coup relativement plus tard sur leur site de migration que les migrateurs courte distance, donc dans des conditions un peu différentes par rapport à eux. Et en plus, ils n'ont pas cette possibilité d'étendre et d'en profiter plus, puisque tout est décalé. Alors pour rester sur ces espèces de migrateurs et ce qu'elles vont nous apprendre, une étude qu'on a menée en comparant les stratégies d'hivernage, là, donc on est des oiseaux qui viennent passer l'hiver chez nous, de deux espèces de passereaux proches, le merle, hein, que tout le monde connaît, puisque c'est un des oiseaux les plus familiers des jardins, et une espèce très apparentée, la grive mauvie, une espèce de la toundra, de la taïga, donc des forêts d'épicéa, qui vient hiverner en Europe, enfin en Europe tempérée et autour du bassin méditerranéen. Et on va utiliser un outil qui est très pratique pour étudier ces migrations, qui est le bagage. Donc on s'appuie sur le réseau des ornithologues, des bagueurs, hein, qui capturent ces oiseaux, leur mettent une bague et qui permet comme ça de suivre leur déplacement, et notamment pour un certain nombre d'oiseaux qu'on va retrouver selon les circonstances avec leur bague. Voilà.
Et donc tout ça est organisé à l'échelle européenne et on va pouvoir du coup regarder un petit peu les stratégies de ces oiseaux à grande échelle et sur le long terme, hein, parce qu'on va regarder des séries temporelles qui varient entre 1970 et 2000. Là, on va comparer pour le merle les populations allemandes, baguées en Allemagne et qui viennent en France, et puis on va utiliser les populations qui sont baguées en France et reprises en France pour estimer finalement le taux de migration des merles allemands qui viennent hiverner en France. Et donc la probabilité d'hivernage de ces merles, au cours du temps, elle décline. On la voit, il y a à peu près 70% des merles qui viennent allemands qui hivernaient en France dans les années 70. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 30-40%. Donc une tendance de moins en moins des merles allemands viennent en France. Donc ils restent en Allemagne, hein, parce qu'ils sont toujours là, les merles, et on les capture, ils restent en Allemagne et ils ne viennent pas en France. Et une des choses, c'est que cette tendance, elle est globalement très indépendante des variations climatiques. Là, c'est la température moyenne en hiver pendant la période qui oscille, et cette tendance à l'hivernage semble indépendante de... donc, ils sont de plus en plus sédentaires en Allemagne. Deuxième exemple, donc cette grive, elle, c'est un migrateur obligatoire, il n'y a pas de... Toutes les grives migrent, mais elles vont migrer plus ou moins loin. Et donc là, on va regarder les populations finlandaises, baguées en Finlande et reprises en France, et estimer de la même façon le taux de migration de ces grives vers la France. Alors là, c'est la courbe rouge. Ça, c'est l'estimation brute. C'est très variable. Il y a une tendance, c'est la ligne en pointillé, à une diminution de ce taux, hein, de moins en moins des grives viennent hiverner en France, mais il y a surtout beaucoup de variations. Et cette fois-ci, ces variations sont en relation assez significative avec le climat. Et c'est une relation qui n'est pas directe, c'est-à-dire que c'est à un pas de temps, c'est l'année qui suit une année froide que les grives migrent en abondance. Donc ce qu'on voit, c'est que les grives, finalement, apprennent, tout se passe comme ça, elles apprennent que après avoir eu un hiver froid, qu'il faut aller migrer plus au sud. Et puis ça se garde en mémoire. On sait qu'elles apprennent parce que même les jeunes grives qui sont nées le printemps qui suit l'hiver froid, vont migrer au même rythme que les adultes. Donc il y a vraiment une transmission culturelle de ce taux de migration. Donc on voit deux réponses très contrastées finalement entre les grives et les merles, qu'on peut interpréter comme ça. Hein. Pour la grive, clairement, il s'agit d'un changement de comportement qui est dicté par le climat. Et donc les hivers froids finalement réinitialisent la population qui va se remettre à migrer. Puis quand il n'y a plus d'hiver froid, elles oublient en quelque sorte de migrer et elles vont migrer moins au nord, moins au sud que jusqu'à la France. Et pour le merle, là, on a plutôt un phénomène qui est compatible avec une sélection, c'est-à-dire qu'on a un mélange dans ces populations de merles sédentaires et de merles migrateurs, et une sélection en faveur des merles migrateurs. Donc là, avec ces deux espèces, on a une illustration des deux finalement réponses possibles, deux des réponses possibles face à ces changements. Un changement de comportement qu'on peut appeler une sorte d'adaptation par le changement à des conditions qui permettent de s'ajuster. Et puis une autre réponse qui est la sélection naturelle, qui est on va sélectionner les espèces qui sont les plus adaptées. Mais on voit aussi une limite, c'est que chez la grive, il n'y a pas ce mélange d'espèces sédentaires, d'individus sédentaires et d'individus migrateurs, si bien que le passage à la sédentarité, qui pourrait être la bonne réponse, va peut-être mettre beaucoup de temps à apparaître chez la grive, parce que ça n'existe pas encore. Donc la sélection en faveur de ça peut être beaucoup plus lent que ça ne l'est quand il y a de la variation, comme chez le merle. Alors on va passer maintenant à la reproduction, où il se passe plein de choses. On est dans le climat tempéré, le printemps arrive, une énorme profusion d'énergie et qui va générer tout un cycle alimentaire très important, puisque l'explosion de la végétation est associée à ça, l'explosion des insectes qui se nourrissent de cette végétation, en particulier des chenilles, et donc toutes les vertébrés qui vont essayer d'exploiter cette ressource hyper abondante et assez temporaire, puisque assez vite, ces chenilles vont donner des papillons, les feuilles se charger de tanins et donc être de moins en moins appétantes. Et donc, voilà, il faut que tout ça est une chaîne alimentaire qui s'organise de manière très précise chaque printemps. Alors pour les bourgeons et pour les chenilles, il y a un contrôle de la physiologie par la température et donc un ajustement très fort de
par la température, des variations. Quand il fait chaud, les printemps sont plus précoces et le débourrement des feuilles plus tôt, et les chenilles, parce qu'elles sont aussi soumises à la même température, s'ajustent. Et pour les chenilles, c'est essentiel d'être bien synchrone avec ces bourgeons. Et une étude a illustré ça. C'est sur la phalène brumeuse, hein, une des espèces défoliatrices des forêts de chêne, hyper abondante certaines années, qui est une source de nourriture très importante. Et des collègues hollandais ont fait une petite manipulation. Ils ont simulé des désynchronisations ou des synchronisations entre les chenilles et les bourgeons. En décalant, voilà, ils ont pris des œufs et ils les ont fait éclore 5 jours avant les feuilles ou 5 jours après les feuilles, et puis ils ont mesuré le taux de survie. Donc qui varie entre 0 et 100%. Hein, vous voyez, quand c'est bien ajusté, c'est environ 50%, il y a deux réplicas. Quand c'est décalé, la survie est aussi assez bonne, mais quand c'est décalé en avance, 5 jours de décalage, ce qui n'est pas beaucoup quand même, 5 jours, là la survie est assez catastrophique, il n'y a que 10% des chenilles qui survivent. Donc 5 jours d'écart entre les chenilles et les feuilles, c'est vraiment très, très important. Et pour celles qui survivent, alors survivre sur celles qui ont réussi à survivre jusqu'à que les feuilles éclosent, elles en profitent bien. Elles sont à peu près aussi grosses que les chenilles qui sont synchrones. Par contre, celles qui survivent bien en retard, là elles arrivent, ce sont des feuilles qui sont déjà chargées en tanins, qui sont beaucoup moins appétantes, beaucoup moins digestes, et du coup la croissance est beaucoup plus faible pour ces chenilles. Donc 5 jours de retard, elles ne meurent pas, mais par contre elles grossissent beaucoup moins bien, et donc il y a un impact aussi sur... Et donc vous voyez que 5 jours pour les chenilles, c'est vraiment super important. Et quand vous voyez la variabilité du climat, vous voyez que tout ça voilà, pose vraiment des questions de synchronisation. Alors c'est d'autant plus difficile pour le troisième maillon de la chaîne alimentaire que sont les oiseaux, les vertébrés d'une manière générale, parce que eux, ils ne sont pas comme les insectes ou la flore soumis directement par leur physiologie à la température, hein, ils sont comme nous, sauf qu'ils n'ont pas la météo ni les projections climatiques. Donc ils doivent deviner quand est-ce que va avoir lieu ce printemps. Et ce n'est pas vraiment évident pour eux, puisque si on prend le cas d'une mésange, grosso modo, elle pond un œuf par jour, exactement. Une taille de ponte d'environ 10 œufs, donc ça fait 10 jours pour les pondre. Elle les incube pendant 13 jours. Et ensuite, avant que les petits soient en pleine croissance, il faut encore une dizaine de jours. Donc ça fait à peu près 40 jours avant le pic d'abondance de chenilles, hein, qui est un pic qui est relativement court, hein, comme on l'a vu, hein, parce que ça dure une dizaine de jours maximum. Et ben, il faut que les mésanges anticipent de 40 jours ce pic d'abondance. Et donc toute la difficulté pour ces oiseaux et d'une manière générale pour la biodiversité qui va dépendre de ces ressources très temporaires liées au printemps, c'est de caler leur reproduction, qui est souvent le caler avec des indices qui ne sont pas évidents pour tomber au bon moment pour la reproduction. Alors quelles vont être les conséquences de ça ? Il y a plein d'études qui montrent que ce calage est vraiment important. Une auquel on a contribué, qui s'appuie encore sur le bagage, c'est ici une étude qu'on appelle le stock, le suivi temporel des oiseaux communs, qui étudie les populations en reproduction, toujours aux mêmes endroits, donc ils font appel à des bénévoles. Et donc il y a plusieurs sessions de capture dans lesquelles on va voir apparaître les nouveaux jeunes. Donc ici vous avez les adultes de mésanges, et puis les jeunes qui sont un peu plus jaunâtres, qui se reconnaissent très bien quand on les a en main, et on voit les jeunes apparaître au cours des différentes sessions de capture. Et donc ça nous permet de mesurer un petit peu la date d'apparition de ces jeunes, d'autant plus qu'on a à notre disposition un grand nombre de sites qui sont étudiés par tous ces bagueurs. Donc chaque année, on a une courbe un petit peu d'apparition de ces jeunes en proportion, hein, c'est ce que j'ai illustré par là, et puis on peut mesurer comme ça le décalage entre les différentes années. Et ça, on peut le faire pour toutes les années qu'on étudie. On a une vingtaine d'années de recul maintenant sur ces données. Et puis pour toutes les espèces qu'on suit, et là c'est vraiment intéressant parce qu'on échantillonne avec ce dispositif une grande diversité d'espèces, hein, plus d'une trentaine dans l'étude. Et donc on a pu regarder pour chacune de ces espèces comment la date de reproduction
d'apparition des jeunes est dépendante de la température cette année-là. Et donc on peut regarder si des espèces, en gros, ajustent leur date de reproduction à la température. C'est une forte corrélation entre les deux, donc on va appeler ça des espèces flexibles. Et puis, au contraire, si la date est complètement indépendante de la température, parce que les espèces n'ajustent pas cette reproduction. Donc il y a une réponse qui est très variable d'une espèce à l'autre. Et on a mis en relation cette réponse, donc, qui va être flexible quand il y a une relation négative entre la date et la température, hein, ou peu flexible quand il n'y a pas de relation entre date et température, avec ce qu'on mesure par ailleurs en comptant ces populations d'oiseaux chaque printemps, la tendance à l'augmentation ou à la diminution de ces espèces. Et là, on a trouvé une relation très, très significative qui montre que les espèces flexibles sont plutôt en légère augmentation, alors c'est même plutôt stable. Par contre, les espèces peu flexibles, elles, sont de manière assez consistante en diminution. Alors il y a de la variabilité, parce que tout n'est pas sous contrôle uniquement du climat. Mais il y a quand même une tendance assez forte qui montre que cette flexibilité, finalement, permet aux espèces, en tout cas l'absence de flexibilité, d'être peu flexible par rapport à la température, donc se reproduire toujours à la même date, ça a une conséquence, en tout cas il y a un lien, une corrélation avec la diminution de ces espèces, qui semble indiquer que effectivement, ne pas être flexible, ça a des conséquences sur la population qui diminue, et c'est complètement cohérent finalement avec ce qu'on observe de manière beaucoup plus fine quand on étudie ces mésanges ou ces espèces, que si elles sont décalées par rapport au pic d'abondance de chenilles, elles ont du mal à se reproduire. Et si elles ne savent pas s'ajuster, elles sont de plus en plus décalées avec, au fur et à mesure que le climat change. Donc à nouveau, un autre message, enfin le même message qui revient, c'est que les espèces ne sont pas égales face aux changements. Là, ces changements vont favoriser vraiment des espèces flexibles. Et puis l'autre phénomène dont je voulais vous parler ce soir, c'est tout ce qui va se passer. Donc là, on a vu au printemps ce qui se passe, cette synchronisation de la chaîne alimentaire. La réponse, une des réponses au réchauffement, c'est finalement de se déplacer vers des conditions plus favorables. Et ça, on va l'étudier à nouveau en s'appuyant sur des vastes réseaux d'observateurs qui vont cartographier un petit peu régulièrement ces espèces pour mesurer un petit leur distribution. Et donc, quand on compare de manière successive différents atlas comme ça de distribution, on peut voir comment ces aires de distribution change. Donc ça, on va se déplacer un petit peu vers nos voisins britanniques qui font ces observations de manière très assidue et très régulière depuis fort longtemps. Et alors ce qu'on voit à nouveau, c'est que en fonction des différents groupes, le rythme de déplacement vers le nord est très variable, avec des espèces qui se déplacent très facilement comme les chenilles, comme les libellules, ou les araignées. Alors les araignées, vous allez me dire, mais comment elles se déplacent? En fait, la plupart des araignées utilisent ce qu'on appelle le ballooning, un fil de soie. Quand elles sont toutes petites, elles émettent un fil de soie qui les transporte comme un ballon avec le vent, et donc elles se dispersent dans toutes les directions. Et celles qui atterrissent vers le nord trouvent des meilleures conditions et donc colonisent des nouveaux sites. Et c'est ce qu'on voit à travers ces études, qu'il y a un déplacement vers le nord assez rapide de ces espèces. Et puis, à un autre bout du spectre, on retrouve nos oiseaux et les mammifères. Alors les oiseaux, pourtant, ça vole bien. Quand on parle des hirondelles ou des rossignols, ils sont capables de faire des milliers de kilomètres pour aller en Afrique tropicale hiverner, et puis ils reviennent. Et pourtant, ils reviennent un peu toujours au même endroit. Parce que là, ce n'est pas tellement la capacité de dispersion qui est un problème que leur volonté de se disperser. C'est des espèces sociales qui aiment bien rester entre soi. Et du coup, il y a des freins à ces déplacements qui sont assez importants. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que, en fonction des différents groupes, les vitesses de dispersion sont variables. Et donc la redistribution vers le nord se fait à des rythmes différents. Et donc, c'est ma dernière diapo. Et donc, où j'en étais? Oui. Et là, on voit que nos espèces qu'on suivait,
ces papillons, qui sont des chenilles, ces oiseaux, vont aller vers le nord à des rythmes différents, risquent de se retrouver séparés, désynchronisés, désorganisés. Et donc certains prédateurs se retrouver sans leur proie et disparaître, ou certaines proies se retrouver sans leurs prédateurs et se multiplier. Voilà, j'ai fini. Quelques conclusions. Tout ça est incroyablement complexe, et faire des prédictions actuellement sur ce qui va se passer en termes de biodiversité par rapport au changement climatique, c'est vraiment très compliqué, parce que toutes ces espèces sont en interaction et réagissent différemment. L'autre message que vous avez sans doute deviné, c'est, et donc voilà, les conséquences, ce sera Marianne qui pourra nous en parler. Et l'autre chose importante, c'est l'importance des sciences participatives, de toutes ces observations qui dépendent de volontaires dans la documentation de ces effets sur la conséquence de la biodiversité sur le changement. Une étude avait estimé que c'était à peu près 2/3 des études, des résultats scientifiques, qui s'appuient sur des données de volontaires pour ces études sur le changement climatique. Voilà. Merci. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus des sciences participatives. Comment ça marche? Alors, les sciences participatives, on se pose des questions en tant que chercheur. Nous, notre spécialité, c'est comment la biodiversité fait face au changement, hein, j'en ai parlé. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de données pour y répondre. C'est complexe. Il faut avoir des données sur le long terme, sur beaucoup de sites d'observation qui permettent de reconstituer ensuite des gradients temporels ou des gradients spatiaux, faire ces analyses. Et donc, beaucoup de données, ça veut dire beaucoup de paires d'yeux pour les recenser, parce qu'on ne sait pas encore faire ça avec des thermomètres ou des caméras, de mesurer la biodiversité. Et donc, la science participative, c'est des protocoles qu'on propose à des réseaux d'observateurs pour alimenter ces bases de données. Donc, et il y a un observatoire pour les oiseaux, pour les papillons. Voilà. Historiquement, et ça continue, on s'appuie sur des réseaux d'observateurs spécialistes, les naturalistes. Et aussi, on propose de plus en plus des observatoires qui s'adressent à des personnes qui vont se former en même temps qu'on participe, et du coup explorer des secteurs où les naturalistes vont peu. Ça va être en ville, dans les jardins, ça va être sur attaquer toute la grande diversité des insectes pollinisateurs à travers la photographie, les vers de terre, etc. Donc il y a toute une offre qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Viginature, de ces différents observatoires participatifs. Et il y en a des observatoires, et il y a même un observatoire qui va faire le lien avec la conférence de Marianne Cohen dans un instant. C'est l'Observatoire agricole de la biodiversité. Vous sollicitez des agriculteurs? Tout à fait, oui, parce que depuis 5 ans, avec le ministère de l'Agriculture et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculteurs, on forme des animateurs qui vont mobiliser des réseaux d'agriculteurs de tout type, viticulture, grande culture, polyculture, élevage, et mesurer dans leurs exploitations, et en mettant ça avec leurs pratiques, les papillons, les vers de terre, les abeilles solitaires. On propose des nichoirs à abeilles qui sont inspectés régulièrement pour voir un petit peu la colonisation, et les invertébrés terrestres, les carabes, les cloportes, les limaces. Et donc comment toutes ces observations peuvent être mises en relation avec les pratiques des agriculteurs, et voir comment finalement les changements de pratiques peuvent du coup être influencer cette biodiversité ordinaire.